C'est lié à quelque chose qui a plus d'un siècle en Occident et en Europe, grâce à l'activité d'un médecin viennois, de Vienne, en Autriche. C'était l'Empire austro-hongrois, qui s'appelle Freud, Sigmund Freud. Bon, Sigmund Freud, au début, c'était un neurologue, et puis il s'est intéressé on va dire, aux pathologies neurologiques. Il s'est intéressé à ce que nous appelons dans notre domaine l'hystérie. C'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser aux maladies psychiques. Mais il avait une autre particularité, c'est qu'il rêvait, et qu'il écrivait ses rêves, et qu'il essayait justement de construire une compréhension de ses propres rêves. Donc c'est grâce à l'activité de soins avec ses patients, et grâce à une activité, on va dire, réflexive sur lui-même, sur ses rêves, qu'il a construit une théorie du rêve. Alors, je vais dire deux mots de cette construction de cette théorie du rêve, en termes simples, et je vais la relier aux théories plus traditionnelles. Alors, Freud, je ne vais pas vous dire comment il s'y est pris parce que c'est une très très longue histoire. Mais d'abord, il a essayé aux théories traditionnelles. C'est intéressé aux thérapies traditionnelles, mais en fait, il les a battues en brèche en quelque sorte. Lui, il a plutôt fait du rêve des éléments, comment dirais-je, des signes, on utilise le terme signe, du passé. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il dit, au fond, le rêveur, il utilise des éléments de sa vie, des éléments de son histoire personnelle, il les brouille, c'est comme si je prenais des cartes, je les brouille, j'en fais quelque chose d'énigmatique, en fait. Je vais pouvoir les raconter à mon psychanalyste, et c'est lui qui va m'aider à comprendre le sens du rêve, c'est sur mon passé. Voilà, il faut savoir qu'il soignait des gens qui souffraient, donc le rêve permettait de comprendre la souffrance psychique avec les éléments du passé. Ça permettait aussi de comprendre justement des conflits qui étaient nés très tôt dans la petite enfance, qu'on appelle les conflits psychiques, les conflits infantiles. La deuxième chose très importante, il disait le rêve est la réalisation du désir. C'est-à-dire que au fond, il y a des désirs en nous qui sont cachés, qui sont inconscients. Le rêve, si on l'interprète bien, c'est aussi une façon de comprendre nos désirs cachés. Et justement, ils sont cachés parce qu'ils sont souvent, comment dirais-je, un peu transgressifs, interdits par la société. Et par contre, chez le psychanalyste, quand on est dans une relation, je dirais, de secret, on peut raconter et comprendre quels sont ces désirs cachés et pourquoi ils ne sont pas réalisables. Qu'est-ce qui nous empêche dans la société de les réaliser. Voilà, en gros, ce que pensait Freud. Alors, je reprends les théories, on va dire, traditionnelles. Comme je vous disais, il y a des spécialistes du rêve. Et chaque spécialiste, au fond, va avoir, je dirais, sa théorie du rêve qu'il va construire, alors soit parce qu'il a lui-même travaillé là-dessus, soit parce qu'il a hérité de théories. Si c'est un initié, par exemple, c'est un guérisseur initié. Il aura appris ça de quelqu'un qui l'a initié, etc. C'est un prêtre, lui aussi, avoir toute une théorie du rêve qu'il a appris au long de son apprentissage de ses études. La particularité, je dirais, le point commun de toutes ces théories dites, entre guillemets, religieuses ou traditionnelles, c'est que le rêve s'insère dans un ensemble de signes. On comprend toujours le rêve en fonction d'autres signes. Et une deuxième chose qui est assez commun, c'est que c'est une porte ouverte sur l'invisible. Alors quand je dis l'invisible, c'est très vaste, parce qu'on n'a pas tous le même invisible. En Occident, généralement, l'invisible est assez rétréci. On a un peu perdu cette capacité invisible. Par contre, beaucoup de traditions, dont des vôtres, je suppose, l'invisible, il est très habité. Donc, il est habité par, alors je vais dire en vrac, sans aucune référence forcément religieuse, il est habité par des esprits, des esprits humains, des esprits autres, des djinns par exemple dans la religion musulmane. Il est habité par les esprits, c'est des morts. Voilà, donc là, le rêve, souvent c'est un point commun à toutes les cultures, c'est une porte ouverte, c'est une façon de communiquer. Alors, je vais vous donner un exemple sur lequel qui est très fréquent et qui est encore à l'œuvre, et peut-être que vous reconnaîtrez des choses que vous connaissez. Quelqu'un qui a des manifestations bizarres, qui va, ce qu'on appelle, tomber, avoir des cris, des têtes de possession. S'il va voir,
guérisseur, qu'il soit religieux ou pas, eh bien souvent le guérisseur, c'est à l'aide de ces symptômes-là, mais aussi les rêves que peut donner la personne qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il va utiliser différents signes, des signes corporels, des signes du rêve, d'autres signes du passé. Il va les mettre en forme et il va faire son diagnostic en quelque sorte. Ça, c'est typiquement une activité d'interprétation du rêve. Les religieux, par exemple les imams, eux aussi peuvent avoir, je vous donnerai un exemple si j'en ai le temps, peuvent avoir aussi toute une interprétation de ce que veut dire le rêve en fonction voilà, d'une prophétie ou d'une révélation divine. Ça aussi, alors je vous en parle parce que tout ça, c'est des choses que moi j'entends en psychothérapie. Alors, une des théories qui est très fréquente dans l'interprétation traditionnelle, c'est que contrairement à Freud, le rêve est une prémonition. Freud, comme il dit, c'est en fait c'est des éléments du passé, il faut les interpréter pour comprendre quel est votre désir et comment on peut comprendre vos conflits. La tradition dit tout le contraire. Le rêve, il dit quelque chose de l'avenir. Ça arrive très fréquemment. Les gens vous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire de mon avenir? Alors, comment faire le compromis entre un rêve qui, selon notre théorie, veut dire quelque chose qui vient du passé, et un rêve qui, selon la tradition, dit mais non, ça dit quelque chose de l'avenir. Alors, pour faire ce compromis-là, on pourrait dire que, de toute façon, ce qui est important, c'est la relation avec le psychothérapeute. Et c'est dans cette relation-là qu'on va pouvoir trouver des compromis entre ce que le patient interprète lui-même ou ce qu'on lui a dit, et le thérapeute, comment il peut faire un compromis avec ce que lui dit son patient, de son passé, de ses difficultés, de ses conflits, de ses désirs ratés également, de ses peurs, de ses angoisses. C'est un compromis. On fait des compromis dans la psychothérapie pour tenir compte des deux aspects, je dirais, des théories, des théories, on va dire savantes psychothérapeutiques, et des théories d'ailleurs non moins savantes parfois, de la tradition et des religions. Jusqu'à présent, ça va. Alors, on pourrait même dire, pour aller jusqu'au bout du compromis, c'est que ce qui rapproche finalement les deux théories, c'est que dans la théorie psy, il s'agit d'une intention, je dirais, individuelle. Dans la théorie traditionnelle, on pourrait dire que l'intention ne vient pas de la personne, elle vient d'un autre. L'ancêtre, l'esprit, etc. Alors, il y a des bonnes intentions, des mauvaises intentions. Ça peut être aussi l'intention d'un être. Donc, le compromis. Alors, je vais vous donner quelques exemples de rêves que l'on peut entendre en thérapie, ce qui me permettra de vous parler un peu de mon activité de soins. Les personnes qui viennent nous voir, donc ce sont des personnes, comme je disais, des rêves qui généralement ne vont pas bien. On voit que des gens qui ne vont pas bien. On voit des gens qui vont bien. Et le but, effectivement, c'est de les aider par la parole. Bon, ça, c'est vrai pour tous les praticiens aussi. Ils utilisent les mêmes choses que nous. Ils utilisent la parole. Ils utilisent ce qu'on appelle, nous, dans un terme savant, on appelle ça le transfert. C'est tout simplement pour dire la relation et la qualité de la relation. Ça, c'est le point commun de tous les gens qui soignent avec la parole. Mais par contre, ce qui nous diffère, c'est l'interprétation et la formation. Les initiés, mais moi, je ne suis pas une initiée, je suis plutôt quelqu'un de formé universitaire. Donc, les gens qui viennent, ils vont nous dire comment ils vont pas bien et ils nous parlent assez spontanément de leurs rêves. Soit qu'ils sont envahis par des rêves qui les gênent énormément et qui les angoissent. Donc, une fois que la relation elle est confiante, ils se disent bon, je peux écouter mes rêves, il va comprendre, il va en faire quelque chose. Les gens disent non, là j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Donc ça fait partie d'une activité assez régulière, c'est-à-dire de voir avec les gens quels sont les rêves, pourquoi ça les angoisse, effectivement, comment on va essayer de les remédier. La deuxième chose, c'est le fait d'inciter les personnes au rêve. Ça aussi, c'est une technique qui est même utilisée par les guérisseurs, c'est d'inciter l'autre à rêver. Pourquoi? Alors, ce qui est commun aux différentes thérapies, c'est que le rêve apporte une solution. En fait. Alors, évidemment, la solution, elle n'est pas la même selon la particularité du guérisseur. Pour le thérapeute que je suis, c'est une solution psychique. C'est-à-dire, souvent, dans
dans un conflit psychique qui fait souffrir, on est dans une espèce d'impasse. Le rêve va révéler de quelque chose qui est une ouverture à autre chose, un développement psychique, un récit par exemple, qui fait qu'une fois qu'on aura décortiqué ce rêve, la personne se sentira mieux. Mais vous savez, je vais vous donner un autre exemple, ce qu'on appelle les marabouts au Maroc. Les marabouts au Maroc, ce ne sont pas des gens, ce sont des lieux qui sont connus pour leur fonction thérapeutique. Et souvent, quand quelqu'un n'a pas très bien, il dit je vais faire une visite au marabout. Qui va au marabout, donc le lieu, qui est un lieu justement qui vient d'un saint, ou a été un saint religieux de la religion musulmane. Et souvent, il va avoir un rêve thérapeutique qui va être interprété par les gardiens justement du marabout. Et je dirais que c'est une activité très proche de nous. C'est-à-dire qu'on induit quelque chose de vrai parce que dans l'activité onirique, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Peut-être pas une solution toute faite, mais une issue, quelque chose qui va modifier la réalité, qui va rendre les choses possibles. Voilà. Donc si vous voulez, c'est pour vous dire que l'activité du psy, des fois, il n'est pas très loin d'activités qui sont déjà utilisées par ailleurs par les cultures et les religions. Alors, je reviens à ma clinique, ce que j'appelle ma clinique. Donc, il y a des gens qui vont vous dire je vais pas bien, c'est bizarre, d'ailleurs, je me retiens de rêver parce que je rêve, je fais des rêves affreux. C'est là que je vais donner un peu plus de détails. Alors, quels sont les rêves que les gens nous disent et qui sont des rêves affreux? Alors, c'est souvent des rêves qui concernent la mort. Donc, il faut savoir que nos patients, qui viennent, qui ont traversé le désert, qui ont quitté leur pays pour traverser le désert, qui ont parfois aussi traversé la Méditerranée, ils ont souvent vu des choses terribles. Et puis ils sont dans un état de ce qu'on appelle la confusion, c'est-à-dire qu'ils ont des transformations psychiques très profondes qui sont liées au changement de lieu, bien sûr, mais qui sont liées aux impacts ce qu'on appelle des traumatiques, c'est-à-dire des blessures, je dirais, psychiques, qui les désorganisent, la pensée elle est complètement désorganisée. Et le fait de rêver sans arrêt des choses qui font peur est un signe qu'effectivement la personne elle est envahie, alors elle est envahie par le mort, effectivement c'est ce qu'il dit, elle est envahie par des choses terrifiantes. Et ça c'est généralement le type de rêve que nous avons de façon très fréquente. Alors, le rêve et les morts, pour nous c'est vraiment, je dirais, un chapitre extrêmement important. Alors, je vous ai dit pourquoi, soit parce qu'ils sont le signe d'une souffrance psychique aiguë, de blessures psychiques très importantes, soit que, effectivement, dans la théorie plus traditionnelle, le rêve est la porte ouverte justement à toute la question invisible. C'est-à-dire, que disent les morts? Ça, vous savez, c'est une question qui est pas seulement psychothérapeutique, mais qui est vraiment culturelle. Que disent les morts? Alors, juste une petite parenthèse, il faut être capable, pour le thérapeute, comme pour la personne, d'avoir, je dirais, un carcan, ou plutôt une dimension religieuse justement pas trop carcan, parce que vous avez des religions qui interdisent cette activité onirique si elle a affaire aux morts. Qui vont dire non, les morts, je m'en occupe pas, je ne veux pas en parler. Donc, il faut aussi une souplesse dans la relation et dans les théories, dans les psychiques, qui nous permettent effectivement, grâce à cette théorie de base de l'ouverture sur l'invisible, de pouvoir évoquer cet invisible. Ça, je le dis parce qu'il y a des traditions protestantes, par exemple, qui ne permettent pas cette interprétation. Voilà, donc ça, c'est le premier chapitre, c'est la question du mort. Ça, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, je vais vous citer 3 situations où la question des morts est extrêmement importante. Dans le cas du traumatisme, dans le cas du deuil et dans le cas de la naissance, donc les 2 extrémités de la vie, qui sont la mort et la naissance. Alors, la question traumatique. Donc les gens me disent souvent, oui, je ne vais pas dormir parce que je suis effrayée, je vois plein de morts arriver. Et quand on leur demande, mais comment sont ces morts, ils me disent souvent, c'est des rêves assez stéréotypés, ils disent qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'ils ont des visages? Non, ils n'ont pas de visage. Comment ils sont habillés? Parfois ils sont habillés en blanc, parfois ils ne sont pas habillés du tout. Mais ils font peur. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ces visions-là font peur. Et d'ailleurs, feraient peur, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, elles feraient peur.
Et souvent, pour nous, c'est des signes que la mort, je dirais, et ses êtres envahissent la vie. C'est une équivalent pour dire que le psychisme de la personne est très en danger, effectivement, d'être envahi par les questions qui font peur et surtout qui menacent. Et les personnes, effectivement, vous racontent des choses menaçantes qui sont alors les récits qu'ils vous donnent, qui sont des récits traumatiques, c'est qu'ils ont frôlé la mort, qu'ils ont failli mourir, qu'ils ont eu des situations de frayeur, qu'ils ont vu beaucoup de morts. Si vous savez, sur le chemin des ils ont vu beaucoup de morts. Et c'est vrai qu'on dit souvent, même dans la tradition, que les morts qui n'ont pas été enterrés sont des âmes errantes. C'est exactement les mêmes théories. En fait, c'est des théories psychiques qui rejoignent les théories traditionnelles. C'est-à-dire que les âmes errantes, si elles n'ont pas des lieux pour se laisser, elles envahissent les vivants. C'est exactement les mêmes théories. Par contre, on ne va pas agir de la même façon. Effectivement, nous les psychothérapeutes, on ne va pas dire, je sais pas moi, faites un sacrifice, ou faites des messes, ou faites des rituels. On leur dit, est-ce que vous pourriez, vous êtes en mesure de faire quelque chose. Mais ce n'est pas nous qui les prescrivons. Nous, ce n'est pas notre domaine. On sait très bien que l'activité religieuse ou l'activité rituelle peut aider tout à fait à fixer les morts, je dirais, à aider les morts à trouver un lieu pour s'apaiser. C'est toute l'activité du deuil. Et quand on arrive justement à cette dimension-là avec le patient, on peut dire qu'on a déjà beaucoup avancé. C'est-à-dire qu'il est à ce moment-là capable de dire quelque chose de ses rêves. Parce que des fois, il y en a qui n'arrivent pas à trouver de lien comment dirais-je, d'être plus maître, je dirais, des choses qu'il peut faire pour aller mieux. Voilà. On a eu aussi des rêves comme ça, donc, dans les récits qui nous témoignent de gens qui ont fait beaucoup de morts, mais aussi, par exemple, des gens qui ont vécu la guerre, extrêmement fréquent. Ils rêvent énormément à plein de morts. Pareil, la guerre et la migration ont quelque chose de commun, c'est que les morts n'ont pas été ensevelis. Ils sont des âmes errantes, ils envahissent les vivants. Donc, comme je vous disais aussi, c'est quand même, pour nous aussi, c'est aussi un signe de souffrance très importante. C'est un signe que la personne a vu tellement de choses affreuses et tellement de choses effrayantes que psychiquement, je dirais, en danger. Alors en danger de quoi? En danger de devenir fou. Ça, c'est une réalité. On a des gens qui, des fois, se mettent à désorganiser complètement, ils perdent la mémoire, ils confondent les lieux, ils oublient plein de choses, même ils se mettent à entendre des voix. C'est vraiment un signe qu'il faut considérer comme quelque chose quand même de difficile et d'effrayant. Alors, deuxième aspect, c'est toujours la mort, on est toujours dans la mort, c'est les rêves, des gens qui sont plus anonymes, je dirais, qui n'ont plus les morts qu'on a croisés dans la migration ou qu'on a vu disparaître dans la guerre. C'est les rêves des morts qui ne sont pas anonymes, qui sont plus incarnés, je dirais. Alors ça, c'est vraiment pour nous très important. On reprend toujours l'idée du soubassement que dans toutes les cultures, voire dans les religions, le mort, ça c'est des égyptiens, ils doivent passer des étapes pour aller au pays qui est dédié aux morts.